peut-être un autre cas d'utilisation de ses propres forces, même si l'histoire est très riche dans ces cas-là, mais j'aimerais citer le cas du Québec, où c'est quand la France a eu justement une mentalité de nouveaux riches, de jeter une liasse de billets sur la table, qu'elle a perdu le Québec. Pendant la guerre de 7 ans, c'est quand les Québécois faisaient la petite guerre, déjà le terme guérilla, la petite guerre, eh bien ils gagnaient, notamment en comptant sur les forces locales qui étaient leurs alliances avec les natifs, notamment les Hurons, les peuples Hurons. Et quand un général parachuté, le marquis de Montcalm, arrive et dit non, attendez, vous ne savez pas comment on fait, il faut faire une bataille rangée et ça décidera du sort de la province, très bien vu, le Québec a été perdu en une seule bataille, la bataille des Plaines d'Abraham, qui était une bataille rangée absolument inadaptée aux forces en présence des Québécois. Maintenant, les leçons qu'on pourrait en tirer économiquement, on a commencé sur Soichiro Honda, on pourrait aujourd'hui en tirer des leçons pour la crise du coronavirus. Pierre-Yves a mentionné le fait que la force est une vertu. Bah oui, c'est très bien de délocaliser pour produire des masques, mais quand il y a une crise, on ne les a plus. Ça, c'est ce grand concept de Nassim Nicolas Taleb, probabiliste libano-américain, qui a posé des grilles de lecture très intéressantes, conceptuelles pour le XXIe siècle. Le concept de signe noir, par exemple, donc ce qu'on appelle un signe noir, c'est un événement très excentrique qui se produit quand même, parce que ça venait d'un proverbe anglais, hein, quand il y aurait des signes noirs. Les signes noirs n'existaient pas en Europe, mais ils existent en Nouvelle-Zélande. Donc quand on en a découvert, on a dû un peu réévaluer ce proverbe. Vous savez qu'on dit aussi quand les poules auront des dents, en biologie, les poules avaient des dents, puisque les poules sont des descendants des dinosaures. Un signe noir, c'est un phénomène très excentrique, mais qui se produit tout de même, et ça peut perturber les marchés financiers. C'est un des concepts que Taleb nous a laissé. Mais le concept talébien, qui va parfaitement dans le sens de cette notion de vertu de force, c'est le concept d'antifragilité. Donc l'antifragilité, comment on la définit? Vous prenez un verre, vous le lâchez, et s'il ne se casse pas, il est robuste ou résilient. Si, quand vous le lâchez, il se casse, là, il est fragile. Mais si, quand vous le lâchez, non seulement il ne se casse pas, mais en plus, vous pourrez le lâcher d'encore plus haut la prochaine fois parce que ce choc l'a renforcé, alors il est antifragile. Les systèmes antifragiles, selon Taleb, sont ceux qui se renforcent par la volatilité. Et c'est vrai que les systèmes qui craignent la volatilité, on les appelle fragiles. Prenez un vase de Chine et des enfants. Les enfants, c'est la volatilité, c'est imprévu, un enfant, ça fait des choses qu'on ne sait pas bien prévoir. Eh bien, un vase de Chine et des enfants ensemble, le vase de Chine va se casser. La grande leçon de la vertu de force, c'est que nous ne devons pas avoir des politiques, des défenses et des économies qui soient des vases de Chine. Et en suroptimisant nos chaînes logistiques, on a créé spécifiquement des économies vases de Chine. On le sait par exemple dans l'industrie, par exemple de l'armement. On sait qu'il y a un compromis permanent quand on conçoit un fusil entre la précision et la robustesse. Parce qu'un fusil qui est totalement précis, ses pièces doivent s'emboîter parfaitement et en conséquence au micron près, mais du coup, le moindre grain de sable peut le perturber. Un fusil qui peut tolérer le sable, eh bien, est forcément un fusil qui aura du jeu et qui sera moins optimisé. Et on a ce compromis à trouver dans à peu près toutes les œuvres humaines. Et si je peux me permettre de conclure sur cet état de fait, tu as tout à fait raison de parler d'antifragilité, il faut comprendre l'étendue criminelle de ce que nous avons fait. Parce que, en réalité, je le fais très vite, on y reviendra peut-être dans des leçons qui suivent, en réalité, dans les années, nous avions un grand choix à la fin des années 60. Nous avions une société de consommation nationale, fermée, mais sortons de ouverture, fermeture, comme si la fermeture était nécessairement belliqueuse et l'ouverture superbe. Je vous rappelle, là, nous sommes dans une période caniculaire, qu'une invasion de frelons, ça commence par des fenêtres ouvertes. Donc, si vous voulez, l'ouverture, comme disait Deng Xiaoping, grand homme, quand on ouvre la fenêtre, les mouches rentrent. Donc, si vous voulez, l'ouverture n'est pas un fait positif en soi. Et la fermeture n'est pas un fait négatif en soi. Vos cellules sont semi-fermées, sont des systèmes d'écluses, et si elles étaient ouvertes, vous seriez mort. Donc, si vous voulez, le vivant, Claude Lévi-Strauss, immense anthropologue, un des plus grands génies français du XXe siècle, avait bien défini que la fermeture et l'ouverture ne s'excluent pas, l'un est un degré de l'autre, et que la fermeture totale et l'ouverture totale ont un point commun, c'est qu'elles sont les deux méthodes certaines pour détruire un corps social. Soit vous l'ouvrez totalement, il meurt, vous le fermez totalement, il meurt. Bon, donc, ni termitière,
ni ce qu'on appelle société ouverte, qui est une dis-société, pour parler comme Marcel Lacorte, ou une non-société. Donc, dans les années 60, soit on terminait les conquêtes démocratiques de l'après-guerre, soit on revenait vers la mondialisation telle qu'on l'avait connue avant la guerre de 14, c'est-à-dire vers l'ouverture à tout va. On a décidé de faire ça parce que c'est ce qui demandait le moins de travail. Eh bien, ce faisant, on n'a pas justement fait des systèmes antifragiles, c'est-à-dire des systèmes nationaux qui, parce qu'ils étaient coagulés, se sont renforcés. Nous avons généralisé la fragilité, et ce faisant, nous avons fait des cordées, comme des cordées de montagne, où le plus lourd entraînera les autres vers le fond, ce qui s'est passé en 2008. 2008, on s'en rappelle comme d'une promenade de santé, je rappelle que 100 millions d'emplois ont été détruits, et que ce sont les pays en développement qui ont payé la note, et que dans certains pays, perdre un emploi, c'est perdre la vie. Là, d'un seul coup, ça change l'optique. Mais que la prochaine, ne vous inquiétez pas, les Occidentaux vont finir par banquer, et là, vous allez voir ce que c'est la fragilité. Et d'ailleurs, certains pays occidentaux, malheureusement, comme la Grèce martyre, comme l'Italie aujourd'hui, commencent déjà à sentir ce que c'est, comme l'Espagne aujourd'hui, et nous avons créé des cordées de fragilité, et on a osé appeler ça la mondialisation heureuse, comme quoi la perversion des mots est vraiment un problème politique, hein, Confucius le disait déjà, et nous ne nous rendons pas compte que parce que nous avons désappris à des peuples entiers à compter sur leur propre force, que nous avons rendu coupable la vertu de force, au nom, elle serait belligérenne, elle forcerait les gens à la guerre, et toutes ces fables, alors que c'est la faiblesse qui attire la destruction, ça, la science militaire est assez nette sur cet état de fait. Nous avons, par cette pensée idiote, nous avons commis un crime contre l'esprit qui est devenu un crime contre l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde entier est devenu une cordée de fragilité dont certains pays, comme la Russie, comme la Chine, essayent de se protéger en s'extrayant de la cordée et pour ne plus avoir à supporter l'effondrement de la dite cordée. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'une nouvelle vertu de force pour justement essayer de remédier à cette fragilité systémique qui est une menace de chaque minute que nous faisons peser sur la stabilité internationale.